Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas totalement visible, qui n'est pas réellement palpable, en tout cas pas dans tous les sens du terme, mais qui influence quand même le rapport que ton enfant a avec l'argent. Et je veux parler de son environnement. Même si on parle de budget, même si on parle d'épargne, d'investissement avec nos enfants, tout ça, tout ce que tu mets en avant, ce sont des graines. On a déjà vu ça dans d'autres épisodes précédents. Ces graines, elles vont pousser intérieurement au rythme de l'enfant. C'est-à-dire que nous, on est juste là pour semer des graines, les arroser, donc donner un contexte, donner de quoi réfléchir, donner de quoi lancer la réflexion et la construction. Mais c'est à notre enfant de poursuivre derrière et de faire en sorte que ça grandisse, que cette petite graine donne une plante finalement. Eh bien, il faudrait que tu vois l'environnement comme le sol dans lequel cette graine va pousser. Et cet environnement, il est multiple. Il y a l'environnement physique, émotionnel, temporel, dynamique et social. Tout ce qu'on va voir ensemble, ça a été analysé, observé par Maria Montessori dans sa pédagogie. Et c'est exactement sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais déjà clarifier un point. Quand je parle d'environnement, je parle de tout ce qui entoure ton enfant. Autant ce qu'il voit, ce qu'il entend, que ce qu'il vit et ce qu'il ressent. C'est ce qui façonne en fait ses habitudes, ses automatismes, ses émotions, son comportement, même sans que tu t'en rendes compte. Et c'est là que la pédagogie Montessori va nous éclairer un peu plus sur ces 5 environnements qui ont un impact sur nos enfants. On va commencer par l'environnement physique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est matériel et visible autour de ton enfant. Donc, je peux parler de sa chambre, son coin lecture, son coin jeu, les différents outils que tu mets à sa disposition. Et cet environnement physique, il a autant son importance chez toi qu'à l'école ou dans un tout autre contexte où ton enfant va évoluer. Je le dis pour l'environnement physique, mais c'est valable pour tous les environnements qu'on va voir ensemble. Pourquoi cet environnement est important? C'est parce qu'un enfant qui évolue dans un cadre qui est clair, qui est ordonné, où chaque chose a sa place, il va naturellement développer un esprit d'ordre, une capacité à classer, à structurer et une autonomie qui est plus forte. Si ton enfant évolue dans un environnement qui est en désordre, il aura spontanément du mal à ranger, du mal à classer, du mal à suivre une certaine logique dans ses actions. Il ne saura pas forcément, si on en revient à l'éducation financière, où est supposé être son argent, combien il lui reste, où est-ce qu'il l'a rangé. Et plus tard, ça peut se caractériser par une difficulté à s'organiser financièrement. Donc, il risque de mélanger tout ce qui est dépenses, oublier ses factures, ne pas anticiper, simplement parce qu'il n'a pas été habitué à grandir dans un environnement qui soit ordonné et structuré. Le deuxième environnement qu'on va voir ensemble, c'est l'environnement émotionnel. C'est en somme le climat affectif qui va entourer ton enfant. Est-ce qu'on parle d'argent dans le calme? Est-ce qu'il y a du jugement quand on fait des erreurs? Et là, je ne parle pas seulement d'argent, mais en général dans l'éducation que tu lui donnes. Est-ce que ton enfant, peut sentir qu'émotionnellement, il peut s'exprimer sans avoir cette peur d'être jugé ou d'être réprimandé? Comment ça se passe exactement au niveau émotionnel? Parce qu'un enfant qui sent qu'il peut poser des questions, qu'il peut se tromper, qu'il peut expérimenter, il va développer une sécurité intérieure. Il va apprendre plus facilement parce qu'il n'a pas peur de mal faire. L'erreur n'est plus une fatalité, quelque chose à tout prix à éviter sous peine de sanction. C'est juste quelque chose qui risque d'arriver et qui peut certainement nous emmener à un nouvel apprentissage. Et cet environnement émotionnel, particulièrement sur le sujet de l'argent, a une importance capitale parce que c'est quelque chose qu'il va donc ressentir, que tu n'auras pas forcément dit de manière intentionnelle, montré de manière intentionnelle, mais qui se perçoit. Par exemple, on peut se poser la question, quand on parle d'argent à la maison, est-ce qu'il y a une certaine tension qui se ressent? Est-ce que l'enfant se sent en sécurité quand il vient te poser des questions d'argent?
Ou même, est-ce qu'il ressent un apaisement, une sérénité entre vous quand vous discutez, vous les parents ou vous les adultes dans son quotidien? Est-ce qu'il ressent cette sérénité quand vous discutez d'argent? Est-ce qu'il a le droit de vouloir des choses sans culpabilité? Est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous arrivez à faire passer vos, vos dépenses, vos achats, sans qu'il y ait de l'émotionnel négatif autour ou de l'émotionnel trop positif autour? Parce que l'excès dans les deux côtés est nocif. Et un enfant qui évolue dans un climat de peur, de gêne vis-à-vis de l'argent ou vis-à-vis des émotions en général risque de fuir la réalité de ses émotions, de ne pas vouloir faire face, d'en avoir honte ou de se sentir peut-être illégitime par rapport à ce qu'il ressent. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas quand il s'agit d'argent. Plus tard, il pourrait s'auto-saboter, éviter de prendre en main ses finances ou développer un rapport qui soit conflictuel avec l'argent, simplement parce que ça peut générer des émotions en lui, générer des émotions dans son entourage auxquelles il n'a pas envie de faire face. Et ça, c'est particulièrement important, surtout dans notre culture antillaise, où on parle rarement d'argent de manière ouverte. C'est encore un sujet qui est tabou, que ce soit nos revenus, nos dettes, les projets d'investissement qu'on a. Tout ça, c'est souvent gardé secret. Mais nos enfants, eux, ils ont besoin qu'on en parle. Ils ont besoin que la parole soit un peu plus libérée à ce sujet-là et qu'on les inclue même dans certaines décisions, aussi simples qu'elles puissent être, juste pour banaliser le fait que l'argent est juste un outil qui peut certes générer des émotions, mais qui ne sont pas en soi mauvaises, ces émotions. Il faut juste apprendre à les ressentir, les remarquer, pour pouvoir analyser quand on est dans une émotion et agir en fonction. Le troisième environnement qu'on va voir ensemble, c'est l'environnement temporel. C'est tout simplement la manière dont le temps est structuré autour de ton enfant. Et là, je parle des routines, des moments clés de la journée, des rythmes d'apprentissage, à quel moment on fait les devoirs, à quel moment ce temps-là, c'est plutôt pour se détendre, à quel moment, là, ni toi ni moi ne sommes disponibles pour avoir cette discussion-là parce qu'il y a telle et telle chose qui doivent se faire à ce moment. Tout ça, ça a un impact sur lui. C'est important parce qu'un enfant qui sait qu'il y a un temps pour chaque chose, il va développer de la patience, de l'anticipation, de la stabilité et de la planification. Il peut comprendre, du coup, qu'on ne fait pas tout de suite, qu'on peut attendre, qu'on peut réfléchir. Et quand un enfant sait qu'il y a un moment pour réfléchir à ses dépenses, qu'il y a un moment pour faire un bilan, qu'il y a un moment pour planifier ses achats, qu'il y a un moment pour faire ses achats, il apprend à différer ses envies. Et c'est une compétence qui est clé en finance. On évolue dans une société qui est plutôt centrée sur la consommation, mais qui génère donc une certaine instabilité. Il y a la peur du manque et un réflexe de vouloir profiter pendant qu'on peut, un réflexe de vouloir se récompenser ou j'ai fait ça, j'ai le droit, je mérite de dépenser, de faire telle dépense pour moi. L'enfant va aussi capter ça. Donc, il peut développer cette frénésie à dépenser dès qu'il a un billet en main. Et ça se manifeste souvent quand un enfant reçoit de l'argent. Il se dit tout de suite, il faut que je le dépense. Il faut que je fasse quelque chose. Peut-être la peur de ne pas en avoir plus tard ou demain, la peur qu'on lui reprenne cet argent, la peur qu'on lui refuse de le dépenser comme il a envie de le faire, la peur qu'en fait, d'attendre génère une privation des bénéfices de cet argent, tout simplement. Et les routines temporelles, l'environnement temporel que tu vas mettre en place permet de canaliser cette excitation qu'il a quand il a de l'argent en main. Un enfant qui n'a pas le temps il y a l'environnement dynamique, tout n'est pas et là, immédiat, plutôt va le développer un cadre réflexe de les dépenses règles impulsives qu'il y a à la maison. Donc, dès qu'il a de les l'argent possibilités d'action, l'autonomie qui est agir dans permise à ton enfant, l'urgence ce qu'il et peut faire acheter et ce tout de qu'il ne suite peut pas quelque faire, chose. et ce qu'il doit Le faire. facteur temporel, Un enfant qui comprend temporel les que tu règles vas mettre en place et va ça apaiser lui donne cette des excitation, espaces pour pouvoir cette agir. envie de Il je prend veux plus de tout acheter tout responsabilités de suite. et du coup, il n'est pas Il juste apprend un qu'il peut exécutant, réfléchir, l'exécutant de différer, ses parents qui lui planifier, fait ci, fait ça, et mais que son argent ne va pas juste disparaître. il devient Il n'y a acteur dans sa aucune prise de décision. aucune urgence à dépenser. Et en plus de Si on ça, planifie les s'il arrive choses, à gagner on a son le propre temps de argent, à le dépenser, on peut gérer, à se dépenser comme on dépenser, le à veut et de investir manière lui-même, intelligente. avec ton accompagnement bien sûr, il développe un sens concret de la gestion. Ce n'est plus des concepts qu'on lui dit, c'est une expérimentation qu'il a au quotidien. Mais ça suppose que tu mettes des règles qui soient très claires.
comment il gagne de l'argent, sur quoi il peut dépenser et qu'est-ce qu'il doit épargner et dans quel contexte, dans quel objectif. C'est particulièrement important dans notre contexte antillais où on a parfois un modèle qui est assez vertical de l'éducation, c'est-à-dire que l'adulte décide et l'enfant obéit. Alors qu'en finance, il faut expérimenter pour apprendre. L'enfant doit pouvoir agir, être en responsabilité, et ça commence par lui donner des missions qui soient claires, par un cadre qui est juste et en prenant des feedbacks réguliers. C'est-à-dire que si tu donnes cette possibilité à ton enfant de participer aux règles qui ont été établies pour qu'ils puissent les mettre en application et y adhérer, il faut aussi pouvoir entendre quand il y a des feedbacks, quand il y a des problèmes qu'il veut faire remonter, pour que ça ait du sens pour lui. Tu ne peux pas lui dire prends des décisions et quand il en prend ou qu'il n'est pas content de ce que toi tu as fait, eh bien tu te vexes. Ce n'est pas juste. Alors garde ça en tête parce qu'un enfant qui n'a aucune responsabilité dans la gestion de son argent, si c'est toi qui prends toutes les décisions pour lui, si c'est toi qui prends toutes les décisions dans la maison, y compris pour son argent, il ne va pas développer d'autonomie ni de sens de l'effort. Il va simplement attendre qu'on fasse à sa place ou qu'on lui dise quoi faire. Alors qu'à l'inverse, un environnement qui est dynamique, donc des règles qui soient bien structurées, aide l'enfant à intégrer que l'argent, c'est un levier, mais aussi une responsabilité. Et encore une fois, c'est particulièrement important dans notre contexte antillais, parce que les enfants ne sont pas toujours responsabilisés sur l'argent. Parfois, c'est juste perçu comme quelque chose, des décisions que les adultes doivent prendre. Même si dans le fond, on a tous envie, quand nos enfants reçoivent de l'argent pour leurs anniversaires ou les communions, on a tous envie qu'ils se disent, je vais mettre de côté pour acheter quelque chose ou un objectif précis. Mais en soi, on récupère cet argent. Soit on le récupère nous-mêmes, soit on dit à l'enfant d'aller le mettre directement dans sa tirelire. Mais après, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'action pour structurer ça. Qu'est-ce qu'on va faire après quand ce sera dans ta tirelire? Comment on va le répartir? Pourquoi on le répartit? Ils sont capables d'analyser et de comprendre tout ça. Il faut simplement respecter leur intelligence et respecter leur rythme. Ensuite, il y a l'environnement social. L'environnement social, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, pardon. Les amis, l'école, les voisins, les réseaux sociaux, les adultes autour de lui. L'enfant va se construire par mimétisme. Ce qu'il voit autour de lui va créer ses repères. Ce qu'on achète, ce qu'on critique, ce qu'on valorise, la manière dont nous, on va réagir en étant dans un groupe, va lui donner une espèce de modèle sur la manière dont lui, il peut réagir. Si tous ses amis, par exemple, dépensent leur argent dès qu'ils en ont, s'il ne voit que des adultes qui sont stressés à la fin du mois, ou s'il est exposé à des modèles de consommation excessive, par exemple, il va en faire sa norme. C'est ce qu'il voit, on ne peut pas réellement le blâmer pour ça. Ce sont des modèles qu'il a en face de lui. Et surtout chez nous, aux Antilles, nos enfants grandissent dans un environnement où les apparences ont un certain poids, où les marques, le style, les signes extérieurs de richesse sont très, très valorisés. Ils sont exposés très tôt à des modèles qui sont parfois soit inaccessibles, soit non tenables dans le temps, ou tout simplement qui ne correspondent pas au système de valeurs que nous, on a envie de donner à nos enfants. Et ça nous incombe un peu d'être des contre-modèles qui sont inspirants, qui sont cohérents, qui sont sobres, qui sont clairs dans leurs priorités et qui pour autant arrivent à avoir une sécurité financière, une attitude face à l'argent qui leur donne envie, qui les inspire. Parce qu'un enfant qui est influencé trop tôt par la consommation risque de construire un rapport à l'argent qui est basé sur l'image, sur l'apparence, sur la dépense statutaire. C'est-à-dire que je dépense pour montrer que j'ai un certain statut dans la société. Et ça, on le reconnaît facilement aux Antilles. Donc, à nous, parents, de contrebalancer ça avec d'autres récits, d'autres histoires qu'on peut raconter. Le travail, l'épargne, la patience, la gestion, l'investissement, tout ça doit venir contrebalancer l'environnement social dans lequel notre enfant baigne. Et ça, c'est juste une globalité. Mais entre ce qui se vit à l'école, ce qui se vit avec les cousins, cousines, tout ça, tu n'y as pas accès. Tu ne sais pas ce qui est apporté à ton enfant dans son environnement social. Tu ne peux maîtriser que ce que toi, tu lui apportes. Toi, tu peux avoir une action qui soit concrète et qui peut aller à l'encontre de ça. Ça va permettre à ton enfant de développer un esprit critique. Et puis, aux Antilles, le regard des autres est quand même assez
pesant, très présent en tout cas, et l'apparence peut prendre une place qui est quelquefois beaucoup trop importante. Donc, c'est vraiment essentiel de développer l'esprit critique de ton enfant sur ce qu'il voit autour de lui, sans jugement, mais plutôt avec une analyse purement factuelle. Et c'est quelque chose de facile à faire avec les chiffres, d'avoir une analyse factuelle. On les pose, on regarde combien ça a pu coûter, on regarde ce qui aurait pu être fait différemment, dans quoi on aurait pu mettre notre argent et quels bénéfices on aurait pu avoir. S'il y a bien un point à retenir, c'est que à travers tous ces environnements, en prenant un angle chiffré, une analyse purement factuelle, il est possible de contrebalancer les choses qui ne rentrent pas dans le système de valeurs de l'éducation que tu veux donner à tes enfants. Là, on a vu ensemble les domaines sur lesquels tu peux agir toi directement pour influencer l'environnement de ton enfant. Mais cet environnement ne se limite pas seulement à ce qui se passe dans la maison, dans sa chambre, à ses routines, parce qu'en réalité, pas seulement les enfants, mais les humains sont le produit de leur environnement au sens large. C'est-à-dire que le lieu où ton enfant grandit, le pays, l'île, le quartier, la langue, les conditions économiques, tout ça va le façonner en profondeur. Et ça va aussi façonner son rapport à l'argent, ses ambitions professionnelles, ses modèles de réussite et sa perception de ce que veut dire pour lui que de réussir sa vie. Et tout ça, c'est déjà en train de se construire dans son esprit, même s'il est petit. C'est pour ça que dans la pédagogie Montessori, on insiste énormément sur l'importance de l'environnement culturel et géographique. C'est parce que chez les enfants de 6 à 12 ans, il y a un réel besoin de découvrir le monde, de s'exposer au monde qui est autour d'eux. Ils veulent comprendre d'où ils viennent, ils veulent comprendre comment fonctionne le monde autour d'eux, ils veulent savoir pourquoi certaines personnes vivent différemment d'eux, et c'est donc une période où ils structurent leur référentiel de valeurs. Et ce référentiel va les guider toute leur vie. Il va déterminer comment ils prennent leurs décisions, comment ils gèrent leurs ressources, ce qu'ils jugent important ou superflu. Alors si on veut qu'ils construisent une vraie conscience financière, on ne peut pas juste leur parler d'argent. Il faut leur faire découvrir le monde, leur montrer différentes manières de vivre, leur offrir des repères qui soient culturels, qui soient historiques, qui soient sociaux, pour pouvoir nourrir leur esprit critique. Et dans notre contexte antillais, c'est encore plus vrai. Quand on parle d'environnement global, on ne parle pas uniquement de géographie. On parle du contexte historique, on parle du contexte culturel, économique, identitaire. Et ce contexte-là, ici, aux Antilles, il est plus que particulier. Nos enfants ne grandissent pas dans une société qui est neutre. Ils grandissent dans une société qui est post-coloniale, qui est donc marquée par une histoire super lourde, qui a été souvent tue et qui parfois est mal racontée, ou en tout cas est racontée au détriment de nous, personnes noires, qui avons subi ce passé post-colonial. Mais ça contribue quand même à imprégner nos mentalités, nos structures et nos référentiels, tout ce qu'on transmet à nos enfants. Donc ils grandissent aussi dans une société qui est insulaire, où l'accès à certains biens et certains services, à certaines opportunités économiques, ou même à des modèles de réussite qui sont beaucoup plus variés, tout ça c'est limité. En plus, tout coûte plus cher, les salaires ne suivent pas et le tissu économique est fragile. Les parcours professionnels sont beaucoup, je ne veux pas dire que c'est plus fermé, mais en tout cas l'accès à certains parcours professionnels n'est pas aussi simple que s'ils vivaient ailleurs. En plus, en parallèle de tout ça, l'image de la réussite, de la stabilité, de la sécurité est souvent manifestée par du matériel, est souvent manifestée par les vêtements que tu portes, la voiture que tu conduis, la maison que tu as. Tout ça influe sur sa manière de percevoir les choses. Et particulièrement si les personnes qui ont tous ces symboles de réussite, et là je mets des guillemets, viennent d'environnements qui ne sont pas proches de lui, donc viennent de la métropole, viennent des réseaux sociaux, viennent d'ailleurs qu'en fait de son île. Ce sont des images qui sont importées et qui ne sont pas forcément adaptées à leur réalité à eux. Ce qui fait que nos enfants évoluent entre deux référentiels. Celui de la France métropolitaine, avec ses discours, ses chiffres, ses promesses, ses modèles, et celui de notre territoire entier, avec des ressources qui sont différentes, avec des limites en matière d'opportunités, avec des codes qui sont totalement différents, avec des valeurs aussi qui ne sont pas celles de la France métropolitaine et des réalités totalement différentes également. Ils doivent apprendre
à naviguer avec tout ça et ils doivent apprendre à le faire avec nous, leurs parents. Ce n'est pas simple parce que parfois, ce qu'ils voient sur YouTube, sur TikTok, dans les conversations, tout ça semble à leur portée, ça semble accessible. Mais la réalité de leur vie économique est totalement différente. Et c'est là qu'intervient notre rôle en tant que parents. On ne veut pas qu'ils rejettent leur environnement. On ne veut pas qu'ils croient que tout est meilleur ailleurs. On ne veut pas qu'ils croient qu'ils sont incapables de faire mieux parce qu'il y a une sorte de fatalité. Mais on ne veut pas non plus qu'ils acceptent tout les yeux fermés en pensant que ici c'est comme ça et qu'il n'y a pas de moyen de faire autre chose. On veut leur donner la capacité de réfléchir, de leur apprendre à comparer, à observer, à interroger ce qu'ils vivent et ce qu'ils voient autour d'eux, à identifier les opportunités ou les limites qu'ils ont autour d'eux et à faire leur propre choix avec stratégie. Tu vois là où je veux en venir avec l'argent? C'est exactement la même chose avec l'éducation financière. Ce qu'on leur demande de faire dans la vie au quotidien, c'est exactement ce qu'ils doivent faire avec leur argent. Et entre 6 et 12 ans, c'est le moment parfait pour le faire. C'est exactement à cet âge-là que leur esprit s'ouvre. Ils cherchent à comprendre comment fonctionne le monde. Ils veulent connaître l'histoire, les cultures, les systèmes. Ils ont soif de sens, d'explication, de débat. Et surtout, c'est maintenant qu'ils construisent leur référentiel de valeurs. Ce référentiel va guider leur rapport à l'argent, aux autres et à leur avenir. Alors si on ne les nourrit pas avec des réalités qui sont variées, avec des réflexions qui sont nuancées, des repères qui sont solides à travers leurs différents environnements, ils vont construire une vision du monde avec ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, les publicités, les discours des copains, ou bien même nous, ce qu'on ne dit pas totalement. Et souvent, ces sources-là ne vont pas les préparer à prendre des décisions qui sont éclairées. Ces sources-là les préparent plutôt à consommer, à se comparer aux autres, ce qui peut générer du découragement. Et si on veut qu'ils aient une intelligence financière qui soit réelle, on doit les aider à analyser le monde dans lequel ils vivent. On doit les aider à identifier leur propre place dans le monde et agir avec intention pour bâtir la vie qu'ils veulent, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, travailler sur les différents environnements de ton enfant, ce n'est pas un détail, ce n'est pas anodin. C'est vraiment poser les fondations invisibles, en tout cas en ce qui concerne l'environnement dynamique, émotionnel, temporel. Tout ça, c'est invisible par rapport à l'environnement physique que tu dois mettre en place. Mais tout ce que tu mets en place à travers ces environnements a un impact sur l'éducation financière que tu donnes à ton enfant. Tu ne peux pas lui demander d'être structuré et ordonné dans la gestion de son argent si dans son environnement à la maison, il n'y a rien qui lui permet d'être structuré ou ordonné. Les choses ne sont pas forcément à leur place ou il y a une réflexion à chaque fois, il faut mener une action. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que maman va me gronder? Ou est-ce que papa sera d'accord avec moi? Tout ça, à travers tous ces environnements, c'est ce genre de questions qui façonnent le caractère de ton enfant et qui façonnent son rapport à l'argent. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que mon enfant vit au quotidien à travers ces 5 environnements? Comment je peux faire évoluer ne serait-ce qu'un petit aspect pour que ce terrain-là soit beaucoup plus fertile, pour que les graines d'éducation et notamment l'éducation financière que je mets en place, puissent grandir. Parce que oui, l'argent, ça s'apprend, mais ça commence bien avant d'avoir des euros en main. C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori Financière.